Maintenant, on va voir plusieurs expériences qui représentent une introduction à ce qu'on appelle moment d'une force, qui est le troisième objectif dans ce chapitre. Tout d'abord, expérience d'introduction. Un disque peut tourner librement autour d'un axe horizontal passant par son centre. On peut accrocher des masses à différents points du disque. Donc, on considère un disque qui est représenté clairement dans cette figure, qui est capable de tourner autour d'un axe de rotation fixe passant par le centre O de ce disque. Ce point, par exemple, représente des petits clous pour nous permettre d'accrocher plusieurs masses lorsqu'on a besoin d'accrocher des masses pour réaliser l'expérience. Donc, un disque qui tourne autour d'un axe fixe passant par son centre O, et dans ce disque, ou bien sur ce disque, on peut accrocher plusieurs masses dans plusieurs positions, comme il est montré dans cette figure. Dans la première situation, si on accroche deux masses, M1 et M2, égales à de 100 grammes, tels que leur point d'application se trouve horizontalement aligné avec l'axe de rotation et qu'ils se trouvent à distance égale de cet axe. Donc, en observant cette figure, on a apporté deux masses, M1 et M2, mais dans ce cas, les deux masses sont égales et leur valeur égale à 200 grammes. En plus, M1 et M2 sont accrochés d'une manière qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe ou bien au centre O du disque. C'est-à-dire la distance entre O et par suite entre l'axe de rotation et M1 égale à la distance séparant O et la masse M2. Qu'est-ce qu'on observe dans ce cas? On constate que lorsqu'on lâche le disque, c'est-à-dire on lâche le disque à lui-même, il reste au repos et il ne tourne pas. Et dans ce cas, le disque il est en équilibre ou bien en équilibre de rotation. Donc, M1 égale M2. En plus, M1 et M2 sont situés à une ou bien à égale distance par rapport au centre O, c'est-à-dire par rapport à l'axe de rotation. Dans ce cas, le disque, une fois lâché à lui-même, il reste au repos et ne tourne pas. Situation 2. Maintenant, dans cette situation, on va conserver les mêmes masses, c'est-à-dire M1 aussi égal à M2 égal à 200 grammes, mais maintenant, on augmente la distance qui sépare M2 du centre O, et c'est-à-dire de l'axe de rotation. C'est-à-dire, dans ce cas, la distance entre O et M2 est plus grande que celle entre O et M1. Si on relâche ou bien on lâche le disque à lui-même, dans ce cas, on remarque que le disque commence à tourner dans le sens négatif. Sachant que comment on détermine le sens, s'il est négatif ou positif, nous savons que d'après l'orientation du cercle trigonométrique, le sens de rotation des aiguilles d'une montre est considéré comme sens négatif. Et le sens de l'orientation du cercle trigonométrique est considéré comme sens positif. Puisque dans ce cas, le disque tourne dans le même sens des aiguilles d'une montre, alors il tourne dans le sens négatif. Donc, en résumé, lorsqu'on a augmenté la distance qui sépare M2 de l'axe de rotation passant par O, on remarque que une fois le disque est lâché à lui-même, il tourne maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens négatif. Troisième situation, maintenant on déplace aussi M2, mais maintenant d'une manière que la distance qui sépare M2 de l'axe de rotation passant par O, cette distance sera maintenant plus petite que la distance séparant M1 et O. Et une fois on lâche le disque à lui-même, il tourne dans le sens positif, c'est-à-dire sens opposé aux aiguilles d'une montre. Donc,
dans l'expérience ou bien dans la situation représentée ici, lorsque M2 se trouve à une distance par rapport à O plus grande que la distance qui sépare M1 du O, le disque tourne dans le sens négatif. Mais lorsque la distance qui sépare M2 et O est plus petite que celle qui sépare M1 et O, oui, le disque tourne, mais dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Situation 4. Maintenant, toujours on conserve les mêmes masses, c'est-à-dire M1 et M2 sont égales à 200 grammes, mais et on prend M2, ou bien M2 il est dans sa position initiale, c'est-à-dire il est dans sa position qui est symétrique par rapport à M1, ou bien M1 et M2 sont symétriques par rapport au centre O, et c'est-à-dire par rapport à l'axe de rotation. Mais dans cette situation, on a déplacé M2 verticalement comme il est montré dans cette figure. Donc, c'est la position initiale de M2 étant à égale distance avec M1 par rapport à O. Mais maintenant, on va déplacer M2 verticalement à cette position. Si on lâche le disque à lui-même, aussi, il ne tourne pas. Donc, de nouveau, le disque, il est en équilibre de rotation. Situation 5. Et finalement, maintenant, on retient M2 à sa position initiale, c'est-à-dire à la même distance séparant M1 de O, mais on remplace M2 par une autre masse M'2 de valeur 300 grammes, c'est-à-dire plus grande que la valeur initiale qui est égale à 200 grammes. Mais M1, elle est la même, c'est-à-dire M1 ici dans cette figure égale à 200 grammes, mais M'2 maintenant égale à 300 grammes. Une fois le disque est lâché à lui-même, on observe que le disque tourne dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le même sens des aiguilles d'une montre. Quel est le résumé à partir de ces 5 situations? En gros, dans ces 5 situations, on a joué sur 2 variables. Tout d'abord, on a varié la distance. Et on a observé que lorsque on a placé M1 et M2 à la même distance par rapport à O, le disque était ou bien est en équilibre de rotation. Lorsqu'on a varié la distance entre M2 et O, soit en augmentant cette distance, dans ce cas, soit en diminuant cette distance, on observe que le disque dans les 2 cas tourne, mais de différents sens. Mais tout d'abord, le disque tourne. Donc, lorsque la distance séparant M2 et O se diffère de la distance séparant M1 et O, dans les 2 cas, on observe une rotation de la disque, malgré que le sens de rotation n'est pas les mêmes, mais le disque entre en rotation. Dans la troisième ou bien la quatrième situation, malgré le déplacement vertical, mais la distance séparant M2 de O, elle est égale ici à la distance séparant M1 de O, et par suite, le disque, il revient à la position d'équilibre ou bien à l'équilibre de rotation. Dans la cinquième situation, maintenant on a varié non pas la distance, mais on a varié la valeur de la masse, puisqu'on a choisi M'2 différente que M'1, que M1, pardon. Et par suite, aussi dans ce cas, on observe que le disque se met en rotation. Donc, en résumé, l'expérience par ces 5 situations a montré que l'effet de rotation d'une force sur un corps dépend de 2 choses, ou bien de 2 éléments. De la norme de la force, la norme, c'est-à-dire la valeur de la force, c'est-à-dire comme la situation, comme le déroulement de la situation 5. Lorsqu'on a changer ou bien remplacer la masse M2 par M'2 qui est plus grande. Donc, la poids
ou bien la force du poids relative à M'2 est plus grande en norme, c'est-à-dire en valeur, que celle de M2. Et par suite, lorsqu'on a varié le module ou bien la norme de la force du poids ici, relatif à M'2, puisque P'2 est plus grand que P1, donc le disque tourne. Donc la norme participe ou bien influe sur l'état ou bien le mouvement de rotation d'un corps. Ensuite, le deuxième élément qui entre dans la rotation d'un corps, c'est la distance de la ligne d'action de la force à l'axe de rotation. Et ce qui est varié dans les situations 2, 3 et 4. Lorsqu'on a déplacé le corps M2, soit en augmentant la distance, soit en diminuant la distance, l'effet de rotation ou bien l'effet du poids relatif à M2 se varie et on a observé que le disque se met aussi en rotation. Donc finalement, pour provoquer la rotation ou bien une force peut participer à la rotation d'un corps à partir de la norme ou bien de sa norme et de la distance qui sépare la ligne d'action de cette force par rapport à l'axe de rotation. Ou bien d'autre façon, deux éléments montrent que la rotation d'un corps ou bien une force participe à la rotation d'un corps soit à partir de sa norme, c'est-à-dire en variant la norme, cela influe sur la rotation d'un corps, et aussi la position ou bien la distance entre la ligne d'action de cette force par rapport à l'axe de rotation. Si en additionnant ou bien en joignant ces deux éléments, on obtient ou bien on résume l'effet de rotation provoqué par une force. Donc, la force peut provoquer la rotation soit à partir de sa norme et soit à partir de la distance de sa ligne d'action relativement à l'axe de rotation. Maintenant, on va parler autour de ce qu'on appelle le bras de levier. C'est quoi le bras de levier? On appelle le bras de levier A, du symbole A, d'une force F par rapport à un axe de rotation delta, la distance entre la ligne d'action de F et l'axe de rotation delta. C'est-à-dire A, c'est la longueur du segment qui lie l'axe delta à la ligne d'action de la force, ou bien c'est le segment étant perpendiculaire à cette ligne d'action. Et par suite, le bras de levier, puisqu'il est une distance, alors son unité dans le système international est le mètre. On va voir maintenant plusieurs exemples pour clarifier ce qu'on appelle le bras de levier. Donc, par définition, le bras de levier, c'est la distance entre la ligne d'action de la force, c'est-à-dire la droite qui porte le vecteur F, et l'axe de rotation delta qui passe ici perpendiculaire au plan de la figure en haut. Donc, ce qui est représenté en rouge, c'est le bras de levier ou bien simplement A. Donc, c'est la distance entre la ligne d'action de la force qui est pointillée et l'axe de rotation. Où nous savons que la distance toujours d'un point à une droite, toujours c'est le projeté orthogonal. Donc, ici, on a un angle droit égal à 90 degrés. Dans ce cas, c'est la ligne d'action de la force, c'est l'axe, et par suite, c'est le bras de levier ou bien la distance qui sépare l'axe de la ligne d'action de la force. Aussi dans ce cas, finalement, dans le quatrième situation, puisque la ligne d'action de la force passe par l'axe de rotation, c'est-à-dire passe par le centre O, donc le bras de levier ou bien la distance A égale à 0. Maintenant, le moment